Bonjour Charles. Bonjour Pascal. Et vous êtes vous-même enseignant. Tout à fait, ouais. Et je crois que vous êtes à Montpellier, vous nous appelez régulièrement, c'est bien cela ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, on a été effectivement un peu choqués de l'absence de réaction du ministre. Quelle est, vous, votre position ? Ma position, elle est simple, c'est que c'est des déclarations de circonstances et pour moi, ce ne sont que des coquilles vides. Voilà. La vérité, c'est que les enseignants ne sont pas protégés. Voilà. Il n'y a aucune sécurité au sein des établissements scolaires, que ce soit donc les lycées ou les universités. Tout simplement parce que rien n'est prévu pour ça. Voilà. Ensuite, moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est simplement l'éducation nationale est gangrénée par le laxisme. On a tout laissé faire, on a laissé rentrer les parents, on a laissé rentrer. Enfin, moi, je trouve que, vous voyez, ce militantisme et cette coloration politique quasiment unilatérale dans les universités. Moi, je suis choqué, par exemple, de voir l'entreprise en fait qui est de LFI, par exemple. Moi, je vois régulièrement des interventions de LFI dans des amphis, justement, par rapport à la cause palestinienne. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment la place ? C'est-à-dire que vous le voyez, vous êtes professeur d'université ? Non, du tout. Mais bon, je vis avec mon temps. Je regarde ce qui se passe par ailleurs. Je suis pas focalisé uniquement sur les lycées. Mais quand je vois ces interventions plus que politiques, en fait, militantes, dans des amphis d'université, et après de notre côté, on va nous bassiner avec la laïcité. Mais c'est quoi cette blague ? Et comment vous expliquez ça ? J'explique ça simplement parce que je pense qu'il y a une idéologie quand même qui est dominante. C'est une idéologie de gauche qu'on paie cher à l'éducation nationale, et maintenant on la prend dans la figure. C'est-à-dire que pour moi, ce qui a été fait par la gauche, a commencé par la massification, a commencé par toutes ces choses-là. De toute façon, on marche sur la tête comme dans d'autres domaines en France, dans la société. On marche sur la tête parce qu'en définitive, vous savez, quand il y a eu Samuel Paty, etc. Tous les enseignants ont reçu de la part de leur inspecteur des mails de soutien en disant on est avec vous, on est à vos côtés, mais c'est des coquilles vides, ça n'a aucun sens parce que l'enseignant est seul, il est seul et tout repose en fait sur son courage et sur sa capacité à gérer les étudiants qu'il a en face de lui, voilà. Et je vous dis, l'institution ne se serre pas les coudes vis-à-vis des enseignants. Vous savez, elle les accompagne pas vraiment. Vous savez, quand vous avez des remontées de la part de certains parents qui se plaignent d'un prof ou de choses comme ça, elle modère pas. Vous voyez ce que je veux dire, un proviseur ou il se contente la plupart du temps de vous transmettre le mail que lui-même a reçu, sans forcément modérer et sans forcément faire front lorsqu'il s'agit de parents qui se plaignent, voyez, ou qui entre guillemets menacent ou voilà. Voyez, donc c'est une fois de plus pour vous prouver à quel point les enseignants se débrouillent tout seuls. Voilà. Alors, et je pense que c'est la même chose à l'université. Ce qui est intéressant dans l'espace médiatique, c'est pas tant parfois ce qui est montré, c'est ce qui n'est pas montré. Et il y a eu une tribune qui a été écrite par 50 universitaires de renom, dont des anciens ministres de l'Éducation nationale, je le disais, Jean-Michel Blanquer et Luc Ferry, avec lequel on sera dans une seconde. Que dit cette tribune ? La violente campagne de dénigrement dont le géographe est victime est un signal d'alarme, s'inquiète plus d'une cinquantaine d'universitaires, et cette tribune a été signée, je vous le répète, par Jean-Michel Blanquer et Luc Ferry. Mais personne n'en a parlé. Très peu de gens en ont parlé dans l'espace médiatique. Et ça, c'est un véritable problème. Il est écrit, Fabrice Balanche, maître de conférence, habilité à diriger des recherches, spécialiste reconnu de la Syrie et des dynamiques géopolitiques du Moyen-Orient, a été une cible violente, campagne de dénigrement orchestrée par un groupe d'étudiants se présentant comme militants antiracistes. La violence du procédé contraste avec la rigueur du travail académique de Fabrice Balanche. La tribune est assez longue d'ailleurs. L'élément religieux n'est pas secondaire dans cette affaire, il est central. Durant le Ramadan, le
même groupe d'étudiants avait organisé 10 dîners de rupture du jeûne sur le campus, en dehors de tout cadre cultuel officiel. Tout cela, la présidente de l'université de Lyon 2 n'en fait évidemment pas état lorsqu'elle a attaqué ce monsieur et ce professeur, monsieur Balanche. Mais personne n'en parle. Alors si, dans le Figaro, bien sûr, il y a eu cette tribune que je vous lis. Dans ce contexte, la mise en cause de Fabrice Balanche apparaît comme une manœuvre stratégique, loin d'être spontanée. Elle s'inscrit dans une logique de propagande, souvent relayée en France par des milieux islamo-gauchistes. Mais le plus grave n'est peut-être pas l'attaque elle-même. Le plus préoccupant est la réaction, plutôt l'absence de réaction de l'institution universitaire. L'administration de Lyon 2 s'est montrée d'une extrême prudence, puis d'une complaisance glaçante. La présidente de l'université, au lieu de soutenir l'un de ses enseignants agressés dans l'exercice de ses fonctions, a choisi de remettre en question sa légitimité scientifique. Cette passivité n'est pas sans conséquence. Elle encourage la censure et l'autocensure. Je vous assure, c'est un texte absolument formidable. Il est avec nous, Luc Ferry ? Il est en ligne. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Pascal. Mais vous souriez. C'est gentil de donner. Mais non, c'est parce que c'est gentil à vous de donner un peu d'écho à cette tribune dont en effet personne n'a osé parler, à part le Figaro évidemment. Vous avez tout à fait raison et c'est vrai que ce qui s'est passé est absolument scandaleux. Moi j'ai été ministre des universités, coprésident de la CPU, de la conférence des présidents d'université, et c'est vrai qu'à la fin de ce papier, nous demandons carrément la démission de la présidente de Lyon 2 parce que c'est insupportable ce qui s'est passé. Alors j'entends bien, mais elle ne démissionnera pas. Moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que cette présidente peut être sanctionnée ? Par le ministre des universités, non, parce que d'un point de vue légal, non, parce que les universités sont autonomes aujourd'hui. Et donc, il y a une autonomie des universités. Donc, il ne pourrait y avoir de sanctions que de la part de la CPU, de la conférence des présidents d'université, qui pourrait éventuellement dire quelque chose sur le sujet. Mais le ministre lui-même, bon, il a dit ce qu'il devait dire. Il a mis 3 semaines à bouger, mais bon, il a dit ce qu'il devait dire. Mais il peut pas obliger à démissionner une présidente de l'université. Et elle, ce qui est scandaleux, ce qui nous a évidemment scandalisé, René Frégosi aussi qui a signé qui vient pourtant de la gauche, mais il y a une gauche il y a une gauche républicaine heureusement. Et donc ce qui nous a scandalisé, c'est le fait qu'elle est au fond accablée Monsieur Balanche en disant que ça ne l'étonnait pas que ça tombe sur lui. Alors que vous savez que les intervenants, donc les islamistes, là, les fanatiques islamistes ou islamo-gauchistes qui sont intervenus, l'ont traité de sale sioniste. Hein, on sait bien ce qu'il y a derrière, c'est toujours la même chose. Bon, évidemment, ce que vous dites là est à la fois grave et inquiétant, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que l'État français peut faire ? Il y a combien d'universités en France ? Toutes ces universités sont sous les mêmes influences ? Non, vous savez, c'est ça ce qui s'est passé dans l'après 68, c'est que les universités se sont, on peut dire un peu partout en France, scindées en deux. Il y a des universités de droite, si je puis dire, et puis des universités de gauche. Par exemple à Lyon, puisque moi j'ai enseigné à Lyon 2, puisque quand j'étais jeune professeur, que je venais de passer la grecque de sciences politiques, j'étais professeur à Sciences Po Lyon. Donc Sciences Po Lyon était rattaché à Lyon 2. Mais vous aviez toujours une bisbille, une opposition absolument radicale entre Lyon 2 qui est de gauche, disons, et Lyon 3 qui est de droite. Voilà. Et c'est ça qui s'est passé comme Paris 1 et Paris 4, par exemple. Bon, alors ce que je vous dis là est un petit peu caricatural parce qu'il y a des profs de droite dans les universités de gauche et des profs de gauche dans les universités de droite. Mais enfin, c'est quand même assez rare. Et on a cette structuration des universités entre gauche et droite depuis l'après 68, et ça c'est quand même à mes yeux assez catastrophique pour la liberté d'expression. Vous avez un peu de recul sur ce qui se passe dans les universités. On a le sentiment qu'aujourd'hui il y a une plus grande intolérance, une plus grande radicalité qu'il n'y avait il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce que c'est exact ? Non, si vous revenez en 68, le maoïsme, le trotskisme et le communisme étaient omniprésents. Tous mes camarades, je ne vais pas citer de nom, mais tous ceux qui aujourd'hui sont passés à droite étaient à l'extrême gauche à l'époque. Et je peux vous dire que moi, j'ai quitté la Sorbonne en 72 pour aller faire mes études en Allemagne parce que c'était invivable. Voilà, et j'étais pas un fasciste, hein, j'étais un gaulliste rocardien, j'étais pas à l'extrême droite. Non, le problème, je vous conseille, si vous l'avez pas lu, si je peux me permettre, c'est mon côté vieux prof, lisez l'entretien de Steven Pinker, qui est professeur à Harvard, dans le Point de cette semaine.
C'est absolument passionnant parce qu'il explique que la wokisation de l'université américaine, et ça gagne chez nous, hein, si je vous en parle, c'est parce que ça vient chez nous. Cette wokisation de l'université américaine, elle est responsable de 80% ou 75% des atteintes à la liberté d'expression. Et c'est ça qui vient en France. C'est pour ça que l'affaire Balanche est très grave. Moi, j'ai enseigné beaucoup aux États-Unis. Bon, j'ai enseigné un peu partout aux États-Unis. J'ai donné des conférences. J'ai enseigné à Brown. J'ai donné des conférences à Harvard, à Princeton, à Northwestern. C'est des universités que je connais bien. Et j'ai vu depuis les années 80 monter cette wokisation avec la cancel culture, avec les sensitive readers, avec tous ces gens qui briment la liberté d'expression. Et c'est ce qui arrive en France. C'est ça qui est grave. Et je vous rappelle une chose, c'est que si Blanquer s'est fait virer, il faut dire les choses comme elles sont, parce que c'est la vérité. Si Jean-Michel Blanquer s'est fait virer par Macron, c'est parce qu'il a présidé le colloque qui était organisé par Pierre-Henri Tavoyot, qui est un de mes anciens étudiants, qui est un type remarquable, un jeune philosophe, enfin jeune par rapport à moi. Il est plutôt jeune, ça a été un de mes élèves justement à Sciences Po Lyon, et c'était un colloque entièrement consacré à la critique justement du wokisme, de la déconstruction, de la pensée 68, etc. Et Jean-Michel Blanquer a eu le courage de présider, d'ouvrir ce colloque, et c'est pour ça que Macron l'a viré. Comme il avait viré la Mais quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron? Pourquoi? C'est l'idéologie wokiste, ça gagne du terrain, c'est lui qui avait dit mais Emmanuel Macron, je le classe pas dans les wokistes, je peux lui faire beaucoup de reproches. Vous vous souvenez pas qu'il parlait du privilège blanc, qui est une formule mais typiquement wokiste. Mais j'entends bien, mais je sais chez lui une forme je sais chez lui une forme de jésuitisme et de vouloir parfois rassembler des contraires, mais je ne perçois pas. De toute façon, j'ai du mal, j'ai pas la bonne grille de lecture avec Emmanuel Macron, parce que passer de Pape Ndiaye à Jean-Michel Blanquer, j'ai pas la bonne grille de lecture. Si vous écoutez ma grille de lecture, le passage de Jean-Michel Blanquer à Pape Ndiaye est parfaitement clair. Oui. Alors, dernière chose, cet espace médiatique, parce que cette tribune, pour tout vous dire, même moi, je ne l'avais pas vue, cette tribune, et pourtant, je suis attentif, bien sûr, à ce qui s'écrit, notamment dans le Figaro. Mais cette tribune, et elle est signée, je le répète, par des gens importants, des gens de l'université. On a cité Jean-Michel Blanquer, mais vous avez quelques personnalités. Vous avez François Roudot, qui est professeur des universités. Vous avez Michel Albouy, qui est professeur émérite. Vous avez Xavier Laurent Salvador, agrégé, maître de conférence. Pierre Vermeuren, qu'on connaît bien sur cette antenne, qui est quelqu'un vraiment de remarquable. Florence Bergeau-Blacker, qui est anthropologue, etc. Bon, cette tribune, personne n'en a parlé. Elle est invisibilisée. Je crois que peut-être c'est la première fois qu'on vous interroge, Luc Ferry, sur cette tribune. France Inter ne vous a pas appelé, le service public ne vous a pas appelé. Non, France Info non plus. Mais oui, c'est intéressant quand même, parce que l'espace médiatique... oui. C'est tellement significatif, voilà. Mais bon, c'est pas moi qui ai rédigé la tribune, elle est très bien rédigée. Oui, elle est très bien écrite. Oui. Elle est remarquablement bien écrite, elle est très bien très argumentée. Efficace, oui. Et donc je le dis d'autant plus volontiers que je n'y suis absolument pour rien. Moi, je l'ai simplement signé. Mais voilà, avec en effet Jean-Michel Blanquer. Mais ce qui est vrai, c'est que encore une fois, faites attention à ça, parce que beaucoup de personnalités de droite ont applaudi le discours de Vance, vous savez, quand il est venu à Munich, en disant faites attention à la liberté. Mais tout ce qui nous tombe dessus en matière de limitation de la liberté d'expression, ça nous vient des États-Unis. C'est le wokisme, c'est ça la véritable... que Trump réagisse de manière absurde en opposant des limitations à la liberté d'expression contre d'autres limitations, c'est dramatique, mais néanmoins le vrai problème, c'est la limitation à la liberté d'expression qui vient du wokisme et de la cancel culture. C'est ça le vrai problème, et ça s'infiltre en France à une vitesse dingue. Et je suis désolé de le dire, mais on n'a pas un président qui réagit. Souvenez-vous, je dis pas ça au hasard, la ministre de la Recherche, j'oublie son nom, l'ancienne ministre de la Recherche, j'ai tort de l'oublier, mais là je marche dans la rue et j'ai pas tout en tête. Mais souvenez-vous qu'elle avait défendu le professeur d'allemand qui avait été lui aussi boycotté par des islamistes et des islamo-gauchistes, et qui avait été traité de sale sioniste aussi, parce que il ne mettait pas sur le même plan l'antisémitisme et la critique de l'islam. Bon, donc elle avait défendu ce professeur, et Macron lui a dit très exactement. Moi, elle m'a appelé, j'ai déjeuné avec elle, donc je le sais en tête à tête, elle ment pas. Macron lui a dit vous êtes plus proche de la porte que d'une promotion.
Voilà, c'est ça aussi le problème. C'est ça qui est terrible. Et puis elle a été virée. Voilà, et c'est ça le problème, c'est qu'il faudrait que nos dirigeants comprennent qu'on a un entrisme frériste aujourd'hui, qu'on a des islamo-gauchistes qui gagnent du terrain dans les universités. Vous avez cité ça tout à l'heure. Vous trouvez ça normal d'organiser sur le campus d'université une dizaine de repas de rupture du Ramadan? Mais je suis d'accord avec vous, mais Qui réagit. Voilà. Je suis d'accord évidemment avec vous, mais moi je suis pas aux affaires et a priori j'ai pas envie de me présenter. Donc je suis très bien, mon ami. Je suis très bien là où je suis. Donc alors là où vous êtes. Je parle et voilà, je suis sensible à ça. Je donne la parole aux uns et aux autres. Il faut soutenir les quelques intellectuels qui aujourd'hui réagissent. C'est pourquoi je vous ai donné la parole et pourquoi vous êtes sur antenne d'Europe 1 depuis une dizaine de minutes. Vous nous avez recommandé Steven Pinker, j'ai noté, c'est dans le point. Très intéressant. Voilà, je vais noter. Voilà, il est prof à Harvard, donc il critique Trump aussi, mais il fait une très très bonne mise au point, très documentée sur les affaires justement d'atteinte à la liberté d'expression qui viennent de la gauche américaine. Voilà. Écoutez, merci. Moi, je suis très proche de Chevènement là-dessus, si vous voulez. Je suis très républicain sur les sujets. Merci, cher. Il nous faudrait une gauche comme celle-là aussi. Merci, que cette gauche-là revienne. Merci, cher Luc. Vous êtes toujours sur LCI parce que je vois passer parfois des bandes chez LCI. J'ai l'impression que vous êtes fâché un jour, le lendemain vous revenez, que vous avez un journaliste d'ailleurs qui est sûrement remarquable, c'est Darius Rochebin, mais c'est Richard Burton et Elisabeth Taylor entre vous. J'ai l'impression que d'un jour vous êtes fâché. On s'engueule avec Danny Cohn-Bendit. On s'engueule régulièrement avec Danny Cohn-Bendit. Ça fait partie de notre. D'accord. Parce que le jour où vous voulez changer de maison, vous venez nous voir, bien évidemment. Vous le savez, Luc Ferry. Mais bon, c'est pas moi qui fais les contrats. Mais bon, votre voix est intéressante néanmoins. Bon. Merci à vous. Passez en tout cas de bonnes journées de vacances et c'est toujours très intéressant de vous écouter, bien évidemment. Et puis c'est une parole courageuse qu'il faut entendre, bien évidemment. Merci. Merci à vous. Merci Pascal. Merci. Mais Luc Ferry était avec nous.